Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Week Echo. Nous sommes dans le mois de mars et elles sont à l'honneur. Elles, ce sont les femmes. À l'occasion de la journée internationale des droits de femmes, eh bien, sur ce plateau, on s'intéresse à la place qu'occupent les femmes dans les médias. Le constat aujourd'hui est qu'elles sont peu et mal représentées. Pourquoi donc ce plafond de verre? Qu'est-ce qui explique la place minorée que les femmes occupent dans les médias? On en parle dans le décryptage avec les confrères. Et comme vous le savez, Radio Bénin célèbre depuis mardi dernier ses noces de platine. 70 ans d'existence et de parcours remplis d'histoires et d'anecdotes au service de l'information. 70 années après, quel bilan peut-on faire? Quels sont les enjeux et défis auxquels Radio Bénin est et pourrait être confronté dans les années à venir? On en parlera dans le dossier de la semaine. Voilà donc ainsi se résume la trame de Week Echo de ce jour. Tout de suite, on part à la rédaction pour le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, nous vous proposons un portrait croisé de deux femmes patronnes d'entreprises qui exercent des métiers dits masculins. Mettant de côté leur féminité et au mépris des contraintes, elles exercent et s'imposent aujourd'hui dans la menuiserie aluminium et sérigraphie, calligraphie, deux métiers pratiqués par deux dames qu'une équipe de la rédaction a rencontré. C'est un portrait signé Chalène Kendiho et présenté par Ulvaeus Balogun. Bientôt 6 ans que Nadège exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure ni la couture. Et un jour, j'ai vu une fille, elle est mécanicienne auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa, mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça. J'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça. Ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadège fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne, ça les étonne d'abord. Ils disent, ah, une femme, c'est toi qui as ici, c'est toi qui as ici. Je dis oui. Il dit, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie-calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie? En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école me citaient un peu parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sale. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu. Mais avec le temps, donc je me suis habituée. Déjà à 1 an de formation, j'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des gros marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça là.
ça l'a amené à avoir un peu de soucis. Mais après, nous deux, on s'était assis, on a parlé, on s'est compris. Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce que je fais. Toi, vitrière, ma femme va être vitrière, toujours en contact avec les hommes. Ça le dérange, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait, et j'ai aimé le travail, donc il m'a soutenu. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débat à faire à ce propos. Au Bénin, malgré le statut de langue officielle de travail réservé à la langue française depuis les indépendances, les langues maternelles sont toujours présentes. À telle enseigne que les pouvoirs publics ont été plusieurs fois interpellés sur la nécessité d'insérer une langue maternelle au moins dans l'éducation formelle. De la réalisation du consensus autour du choix à la mise en œuvre du processus, quelles sont les avancées? Oded Dossou et Anno Adadja ont cherché à comprendre. Enfants, je vous en supplie, apprenons à parler notre langue maternelle. C'est ce que dit cet élève de la classe de Terminal C du CEG Les Cocotiers en langue locale sahoué. Cette déclaration est assez illustrative de la situation des langues locales dans le système formel. Visiblement, les langues locales souffrent d'un manque de considération à un moment où les apprenants en expriment le besoin. La manière dont le professeur explique nos cours en français, là, plusieurs apprenants comme moi n'arrivent pas à bien cerner. Mais si on explique ça en fond, on peut mieux garder ça parce que c'est notre langue. Quand je suis à l'école, je préfère qu'on m'explique les choses en dindi parce que je ne comprends pas trop les choses en français et en anglais. Moi, j'aime l'anglais, mais je veux qu'on me fasse l'anglais en fond. Je veux qu'on m'explique les leçons, ou soit l'anglais en français et le français en fond. La nécessité du jumelage du français avec les langues locales, c'est ce qu'on peut retenir des propos de ces écoliers et élèves. Dans un contexte où la communauté internationale plaide pour une éducation multilingue comme étant une nécessité de transformer l'éducation, il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt à comprendre plusieurs langues. Quand les enfants nous reviennent, il y a toute cette difficulté-là de faire passer une leçon correcte. C'est le colon qui nous a enseigné que notre langue, notre première langue, c'est le français. Mais dans la réalité, comprendre une langue nationale est un atout. Je prends un Béninois qui a simplement été éduqué en français. Il ne parle que français dès le bas âge. Il commence l'école. Si on lui donne des exercices, il est bloqué. Dans quelle langue il va monnayer pour pouvoir sortir de la difficulté qu'il a? D'où la nécessité pour les États comme le Bénin d'accorder une place de choix à une ou deux langues locales les plus parlées dans l'enseignement formel à côté du français. Au Rwanda, le Kenya-Rwanda est une langue nationale. Au Brésil, le Yoruba est depuis quelque temps la troisième langue officielle du pays. Si cela était possible, il serait bien pour le Bénin de s'inspirer des cas rwandais et brésiliens. C'est de tradition au Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou que des institutions régionales attribuent des prix spéciaux à chaque veille de délibération officielle. Pour cette 28e édition, le Bénin ne part pas les mains vides. Le jeune réalisateur Mohamed Alabi décroche 2 prix spéciaux pour sa production. Retour sur cette belle soirée de distinction dans la capitale burkinabé avec Ulysse Elliott Djodji. Les prix spéciaux du FESPACO décernés par l'ensemble des jurys de chaque catégorie sur le festival et par des associations de critiques cinéma interviennent à chaque veille de clôture du festival. Pour l'édition 2023, 2 prix sont revenus au Bénin. Il s'agit du prix du plus jeune réalisateur et le prix spécial du jury de la catégorie prix d'école de cinéma. Je vais dire que je suis vraiment content, je suis très content et je remercie
la CEDEAO. Je remercie le FESPACO. Et j'espère que dans l'avenir, on aura beaucoup d'autres trophées pour le Bénin. Le Burkina Faso tient à perpétuer cette initiative de reconnaissance qui est un vrai coup de pouce aux réalisateurs africains et ceci avec les partenaires techniques et financiers. Les cinéastes africains de la diaspora, comme à toutes les éditions, ont une fois de plus marqué un grand intérêt pour les prix spéciaux. En effet, ces récompenses des donateurs offrent des tremplins aux œuvres lauréates et la visibilité pour une meilleure carrière. Permettez-moi à cet instant d'exprimer toute la reconnaissance du gouvernement du Burkina Faso aux donateurs ici présents pour leur générosité. Les prix spéciaux du FESPACO 2023, c'est près de 100 millions de francs CFA distribués aux producteurs et réalisateurs de films. Ce sera tout pour le mini-journal. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulvaïs Balogun. Merci à vous, Nadège Omolade Soni. Et sans transition, on enchaîne avec la revue de presse économique. Bienvenue à toutes et à tous sur la revue de presse de Wikeko. La journée internationale des droits des femmes n'est pas passée inaperçue dans les médias. Parlant de la situation de la gente féminine sous le nouveau départ, le matinal révèle que de grands pas vers l'égalité homme-femme ont été réalisés. Le journal évoque le vote d'une série de lois visant à rétablir le sexe dit faible dans tous ses droits et le renforcement de la sphère de protection de la femme. La Nation de renchérir que le processus d'évolution de la question genre au Bénin est renforcé par des leviers juridiques. Le journal met un point d'honneur sur le corpus juridique mis en place pour protéger et promouvoir la femme béninoise, favoriser son émancipation et lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence faites à leurs égards. Toutes choses qui ont valu au Bénin un bon classement dans le rapport 2023 du groupe de la Banque mondiale sur les femmes, l'entreprise et le droit. L'économiste affirme qu'en Afrique, le Bénin est classé 3e dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et 7e au niveau continental. Le rapport note une amélioration significative au Bénin ces dernières années en matière d'initiatives qui promeuvent la femme. Des efforts qui ont permis au Bénin d'avoir 83,8 points sur 100. Et d'un rapport à un autre, celui sur le diagnostic de la gouvernance du FMI a mis en lumière des progrès mais aussi des lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon l'économiste, si les poursuites pour crimes économiques et terrorisme ont augmenté au Bénin depuis la mise en place de la criette, le nombre de procédures pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme reste peu élevé comparé au nombre d'infractions sous-jacentes. Le matinal révèle alors que dans le secteur de l'économie, l'implémentation d'une dynamique d'assainissement a permis de mettre à nu en 2022 25 structures ou initiatives d'appel public à l'épargne et placement d'agents qui opèrent en toute illégalité au Bénin. Et pour une bonne gestion et collecte des épargnes au Bénin, l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés a décidé d'outiller les systèmes financiers décentralisés sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et ce sera tout pour les informations socio-économiques parues dans les quotidiens cette semaine. À la prochaine. Et je le disais, souvent mal représentés, moins visibles que les hommes, les femmes continuent encore aujourd'hui de subir les inégalités dans le journalisme et de façon générale dans les médias. On saisit l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes pour en parler, c'est le décryptage. Femmes des médias, comment casser le plafond de verre? En plateau avec moi pour en parler, évidemment, une femme, Hermione Ligan. Bonjour. Bonjour, Idouanis. Merci d'être avec nous. Balogun, merci également à vous. Et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. À côté de la femme, un homme, Daniel Adjé. Bonjour. Bonjour, Monsieur Balogun. Bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. Bonne fête à toutes les femmes. Et oui, bonne fête à toutes les femmes. Et chers confrères, je le disais,
vrai, on constate malheureusement une sous-représentation des femmes dans les médias. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Emion? Alors, le constat, je l'ai fait, mais pas forcément dans la même mesure que vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque que les femmes sont sous-représentées dans notre secteur qu'est le média. Parfois, quand nous faisons un tour dans les écoles déjà qui leur permettent de se retrouver en fin de formation comme femmes journalistes, je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes dans ces différentes écoles. Et quand nous faisons un tour aussi lors des stages, en quelque sorte, il y a quand même pas mal de femmes également. Et puis on se dit en réalité que cette question de la sous-représentativité des femmes, on ne pouvait plus en parler. Mais bon, la question elle est là, la réalité elle est là. On constate qu'elles ne sont pas là comme cela se doit. Mais on peut se dire en réalité qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Sur les facteurs. Donc, déjà comme vous, je puis dire qu'on est vraiment sous-représenté dans les instances des organes de presse aujourd'hui et dans les rédactions. Alors, Daniel Adjé, vous avez été à l'ORTV ici quand même. Vous avez fait tout le parcours jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Du début jusqu'à la fin, j'ai servi à l'ORTV. À l'ORTV, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Donc, le constat, l'avez-vous fait, vous, durant toutes ces années-là? Oui, le constat est évident, le constat est net, les femmes sont sous-représentées. Si par exemple l'effectif c'est 10 personnes, c'est à peine que vous verrez 1 ou 2 femmes. Et ce n'est pas seulement dans les médias, hein. Ça a toujours été comme ça dans les médias, et ce n'est pas que dans les médias, dans le gouvernement, dans les instances de prise de décision. Il semble que la femme est frappée d'une certaine injustice sociale, naturelle, même quand, à partir de l'inscription déjà à l'école primaire. Vous voyez, pendant qu'on inscrit 50 garçons, c'est à peine que vous aurez 5 ou bien 10 filles. L'instruction des filles n'est pas systématique. C'est pas systématique. Jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que la femme, son bureau, son lieu de travail, c'est la cuisine, c'est le marché, c'est le marigot, etc. Mais je pense qu'il faut transcender, il faut dépasser ces choses-là. Il faut permettre à la femme de s'épanouir. Elle est capable de beaucoup de choses, hein, la femme. Les femmes sont capables de beaucoup de choses. Oui, mais on leur met des handicaps, des goulots d'étranglement. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que les hommes savent de quoi les femmes sont capables qu'on fait cela, qu'on les freine? Je ne sais pas. Parce que moi, je me dis toujours, le jour où les femmes sauront qui elles sont et quel pouvoir Dieu leur a donné, le monde tremblera et tous les hommes se mettront à genoux devant les femmes. Eh bien, les gars. D'une manière ou d'une autre, nous, on sait qu'ils se mettent déjà à genoux d'une manière ou d'une autre devant les femmes. C'est pas de cette façon de mettre à genoux à laquelle tu passes là, c'est pas ça. Mais on sait déjà que vous vous mettez à genoux, mais ce qu'on veut, ou ce qu'on désire, c'est réellement de voir les femmes vraiment présentes dans les instances de prise de décision. Monsieur Adjé l'a dit, en réalité, c'est un problème général parce qu'aujourd'hui, si ce n'était pas la volonté politique, la 9e mandature, par exemple, de notre Assemblée nationale, on n'aura pas les 29 femmes que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que le problème, il est profond. Le problème, c'est un problème vraiment profond et ça doit être une décision politique. Mais en tout cas, on est là déjà pour parler de ces différentes causes et les conséquences, pourquoi pas, et voir ensemble les perspectives pour quand même... Alors justement, parlons des causes. Vous aviez déjà entamé la réflexion. Pourquoi, à votre avis, la place ou la représentativité des femmes dans les médias est faible? Alors, je peux dire aujourd'hui, comme j'ai commencé à l'entame de mes propos à le dire, il y a plusieurs raisons. Elles sont multiformes et avec plusieurs diversités en quelque sorte. En fait, tout part déjà de la base, tout part de la maison, tout part des différents stéréotypes que nous avons au quotidien. Déjà, quelle est l'image que le peuple béninois, le béninois lambda, a d'une femme journaliste? Quelle est l'image que l'on a? Tout dépend de ce qu'on dit au quotidien de cette femme journaliste. Déjà, quand on voit une femme journaliste à la télévision, on dit « Oh, waouh, elle fait un bon boulot, c'est bien. Je veux bien que ma fille ou ma soeur, ma nièce soit une femme journaliste. » Mais dans le même temps, il y aura quelqu'un juste à côté qui dira « Ah bon, c'est bien que ta fille ou ta femme soit femme journaliste. » Mais en réalité, est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce qu'elles sont fidèles? Est-ce qu'elles sont
alors qu'on n'arrive pas à sortir le côté positif de la chose. Du coup, tout part de là. Et pas fini, la fille journaliste, comme on le voit en formation, elles sont nombreuses à démarrer, mais en fin de compte, déjà peut-être en 3e année, on lui dit... Est-ce que tu ne vas pas changer de formation? Est-ce que tu ne vas pas changer de profession? Est-ce que tu es sûr que tu veux toujours continuer dans ce métier? Parce que pas fini. On ne va pas te voir femme mariée parce que qu'est-ce qu'on dit déjà de la femme? On dit, ben bon, est-ce que tu as vraiment besoin de continuer loin? Non, il y a un homme qui va t'épouser quand même. Et quand l'homme t'épouse, il mettra à ta disposition tout ce dont tu as besoin. Et dès qu'il mettra tout à ta disposition, est-ce que toi, tu as vraiment besoin de travailler pour y arriver? Oubliant qu'en réalité, que lorsqu'on laisse sa propre fille aller au front, ramener ce qu'elle peut ramener pour permettre à la maison également de jouir pleinement de ce qu'elle amène, c'est toujours mieux que de compter sur l'homme avec lequel elle va se sentir à l'aise après. Sans oublier tout ce que cela peut engendrer. Exactement. Ouais. Et quand on refuse cela, à part ce que je viens d'expliquer, parfois même dans la corporation, est-ce qu'on permet à la femme réellement de faire ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle doit faire. Parfois, on ne lui permet pas d'avoir confiance en elle. Même si elle a confiance en elle et elle démarre, parfois on lui montre en réalité, ben bon, ça tu ne peux pas faire. Hein? Est-ce que tu veux rester dans un desk politique? Je ne pense pas. Non, toi tu as vu combien de femmes dans le desk politique déjà, mais tu ne peux pas. Tu sais que ta place c'est, va proposer une émission de cuisine, va proposer une émission de santé. Les femmes comme toi, elles sont juste dans l'esthétique, dans la cuisine, dans la santé. Et quand tu oses pour dire que tu veux, par exemple, rester dans un milieu, dans un desk où on ne voit que des hommes, on te fragilise. Ouais. On ne te permet pas en réalité de sortir cette confiance, cette estime de soi que tu as pour pouvoir le faire. Par ailleurs, tout le potentiel. Exactement. Et puis tu es là où parfois c'est toi qui proposes ton commentaire, quelque chose. Peut-être la personne voit que tu as écrit un très bon commentaire, mais pour ne pas te féliciter, on te dit, mais bon, qu'est-ce que tu viens de faire comme ça? C'est pas bien. On peut barrer ou on peut juste te dire, oh, c'est pas bien, va refaire. Et en réalité, quand vous le faites comme ça au quotidien, en fait, elle se dit, est-ce que je peux vraiment faire la chose? Est-ce que je suis capable de le faire? Et un second volet, si tu me permets d'aller là, avant d'aller chez monsieur Adjé, ces gens aussi, avec les parents, on n'arrive pas à faire cet exercice avec tous les enfants en général. Est-ce qu'à un moment donné, on lui pose réellement la question de savoir qu'est-ce que tu veux devenir? Est-ce qu'on ne se dit pas juste, ah, j'ai vu l'autre femme journaliste, je veux bien que tu sois journaliste. Et après, est-ce qu'on fait le bilan de la profession que l'enfant a choisie? Est-ce qu'on arrive à lui dire, va faire un bain professionnel pour voir les difficultés, les challenges, les défis de cette profession. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Et après, on fait le bilan enfin, et l'enfant pourra dire en quelque sorte, oui, je veux le faire, c'est ce que je désire, et puis pas fini, on va pouvoir dire que c'est ça. En réalité, on ne fait pas tout ça. Alors monsieur Adjé, Hermione évoque des stéréotypes, voire même des discriminations au sein de la corporation et de façon plus large au sein de la société qui ne permet pas à la femme journaliste d'être épanouie. Oui, il y a des stéréotypes et elle parlait des causes, de tout ce qui fait que les gens... C'est tout ce qu'elle a dit, c'est vrai, le regard que l'on a sur la femme, l'idée qu'on se fait de la femme. C'est pour ça que je disais tantôt que beaucoup pensent encore que la femme, sa place, c'est au foyer, c'est au marigot, c'est ainsi de suite. Et tout ça là, il semble que quelque part, c'est comme si la femme aussi se prête à ce jeu-là inconsciemment. Vous voyez, il y a, si je veux revenir sur la question, par exemple, qu'est-ce qui fait que... Il y en a qui sont séduites en voyant leurs collègues à la télé. Waouh, bien habillée, superbe, elle est jolie, c'est ci, c'est ça. Elle a envie. Elle y va, elle va à l'école, elle finit la formation, ainsi de suite. Maintenant, pour se faire engager, il y a problème. Elles font les stages, mais pour se faire engager, il y a problème. Il y a d'abord le patron qui se dit, bon, d'ici à là, si je l'engage maintenant, j'ai déjà une là, ou bien 2 agents journalistes qui me causent des problèmes, celle-là va en congé, c'est mon enfant qui est malade, c'est la grossesse, ainsi de suite. Il y a tout ça là qui bloque. Il y a encore que certaines n'ont pas confiance en elles-mêmes. Elles se disent, waouh, quand elles viennent, quand on les met sur la braise, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Or, elles sont capables de beaucoup de choses. Il y en a qui n'ont pas du tout la passion du métier.
affronter les difficultés. La moindre difficulté leur fait perdre courage. Or, il faut être passionné. Si vous êtes passionné, le travail devient pour vous comme un jeu, comme un amusement. Il faut être passionné, il faut être prêt à suivre. Et il faut vouloir travailler. Il faut que la femme montre qu'elle est capable de beaucoup de choses, elle est capable de travailler aussi bien à la maison qu'au boulot, comme les hommes, faire peut-être même plus que les hommes. Maintenant, il y a l'autre problème, le gros problème. Oui, lequel? Les maris. Parce que même si elle évolue, elle est professionnelle, elle est reconnue, elle a de la personnalité, elle a de l'aura, tôt ou tard, elle va finir par épouser un homme. Mais un homme qui sera jaloux. Parce que pour beaucoup de femmes, je m'excuse, le plateau de la télévision, le micro leur permet, c'est un tremplin pour elles de se faire voir, de se faire entendre, de se faire désirer. Et les gros taux, les gros hommes politiques surtout, les grands DG, les grands patrons, les ministres, etc., quand ils voient ça, ils se disent « Waouh, mais ça là c'est bien, avoir celle-là même à défaut de l'avoir comme à la maison, je pourrais l'avoir comme une maîtresse. » La femme peut tenter de résister un peu, 1, 2, 3 fois, et puis elles finissent par céder. Et leur habillement les trahit. Leur habillement les trahit. Il y en a qui dépensent beaucoup pour s'habiller de nudité. Elles dépensent beaucoup d'argent pour s'habiller et leur habillement, c'est la nudité. Quand une femme vient sur le plateau et qu'elle laisse les seins, ou bien elle va au bureau, elle laisse les seins s'habiller, tout ça la décolleté, le patron voit ça. Vous savez, le corps, Dieu est un grand informaticien. Le corps de la femme émet des vibrations, des ondes. Et le corps de l'homme est fait pour recevoir, pour capter ces ondes-là et les décoder. Quand un patron voit une femme qui est venue déposer le micro, ou bien le truc, ou bien qui parle au patron, et elle laisse les seins, la moitié des seins, c'est nu. Le patron voit ça. Son corps réagit et il passe à l'offensive, il dépose ses enfants, il fait des choses là. Et la femme, il y en a qui résistent, il y en a qui ne peuvent pas résister. Celle qui résiste, le patron fait pression, il fait chantage, elle est obligée de céder. Donc pour éviter ça, certains hommes refusent à leur femme pour dire « Ah, tu vas devoir choisir entre moi et le foyer et puis le travail. Bon, la femme, qu'est-ce qu'elle peut? Elle a déjà contracté le mariage. Les parents ne permettront pas qu'elle divorce à cause du travail. Non. Je me rappelle ce film-là de notre sœur Kistimat Bagheri de l'ISMA qui pose un problème. La femme est cinéaste, célèbre, mais le mari un jour dit « Écoute, madame, j'en ai marre de tes voyages, de tes déplacements, de tes absences au foyer. Tu choisis entre ton métier et le foyer. » Vous voyez, beaucoup de femmes journalistes sont confrontées à cette allure, les femmes risquent de ne plus du tout travailler. Et ça va être grave. Oui. Ça va être grave. Aujourd'hui, je ne sais pas quel homme peut pourvoir à tous les besoins du foyer. Sans un minimum Aucun homme, fût-il ministre et président, ne peut pas pourvoir à tous les besoins de la femme, à ses fantasmes, etc. La femme a besoin de travail. Les sociétés ont changé. Effectivement, Dieu avait créé la femme pour dire tu seras l'aide de l'homme. Tu vas lui préparer à manger, tu vas lui faire des enfants. Mais on a déjà déplacé les choses. On a changé de paradigme. Donc, s'il faut, soit on retourne à la case départ, pour permettre à la femme d'être ce qu'elle Dieu a voulu qu'elle soit, ou alors on fait avec la situation que nous avons créée nous-mêmes et on lui permet de travailler. Mais il faut qu'elle se prenne au sérieux pour qu'on puisse la prendre au sérieux. Son habillement dit tout sur elle. Alors, voyez, tu vois comment ma consoeur est habillée. Pour qu'un homme, fût-il DG ou directeur à l'OETB dans un s'approche d'elle pour dire bon madame, je t'invite ce week-end, viens là. Il va réfléchir par 3 fois. Avant de lui serrer la main, il va réfléchir par 3 fois parce que son habillement inspire le respect. Son habillement dit qu'elle n'est pas un jouet. Mais quand vous habillez mini sexy là, ça veut dire que vous êtes un jouet. Les garçons décodent tout de suite le message et s'approchent pour jouer avec vous. Emion, vous voulez réagir? Oui, en fait, merci, Monsieur Adjé, pour tout ce que vous avez apporté. C'est notre jour, c'est notre fête, et puis on en parle durant tout le mois. Moi, je pense qu'il y a des points sur lesquels j'ai bien envie d'opiner. Par exemple, lorsqu'on dit « elle se prête au jeu », où elle, tout le temps, c'est la grossesse, tout le temps, c'est les enfants sont malades, etc. Mais qui enceinte la femme? C'est l'homme. C'est l'homme. Qui enceinte la femme? C'est l'homme. Et en réalité, on a un corps qui nous permet de pouvoir jouer ce rôle de femme convenablement. Donc en réalité, un rôle divin. En réalité, le chef qu'on a
ne doit pas seulement rester à l'étape employé seulement. Il faut pouvoir utiliser même parfois le concept de Ubuntu qui nous permet de comprendre mon employé, mon salarié que j'ai, quels sont également ses problèmes. On ne travaille pas seulement avec l'être que nous avons devant nous, mais aller au-delà de l'être et comprendre l'être avec qui l'on travaille. Je ne pense pas que pour une femme par exemple, elle va venir dans un service rien que pour se dire demain je suis enceinte, après demain je suis encore enceinte, ou demain j'ai mon enfant qui est malade, et encore après demain mon enfant qui est malade. Mais le drame c'est qu'au-delà de ce que vous évoquez, il y a des femmes qui utilisent cet argument-là, même s'il doit y en avoir, même s'il doit y en avoir, ça va être vraiment minime de chez minime. Parce que chacun de nous, on sait pourquoi on sort. On veut également contribuer efficacement au développement non seulement familial, mais également de notre pays. Parce que nous sommes tous fils et filles du pays et nous voulons contribuer efficacement à cela. Donc, parlant également d'habillement, par exemple, l'homme, c'est de la même façon où vous voyez une femme qui vous plaît. Mais c'est de cette même façon, quand on voit un homme, ça nous plaît également. Même si la société ne nous permet pas, mais c'est pareil, parce que nous avons le même type de sang qui circule. Pour l'homme n'est pas vert et pour la femme est rouge, mais on a les mêmes types de sang. Donc, moi, je pense qu'on doit aussi aller à l'école de la maîtrise de son corps et de ses émotions. Quel que soit ce que l'homme voit, par exemple, l'homme peut se maîtriser également et pouvoir peut-être, par écorcher, parler à sa sœur. Dis-lui ce que tu as porté aujourd'hui, c'est bien, ça te va très bien. Mais j'aurais aimé, par exemple, pour les autres tenues, que tu arrives quand même à le faire de manière décente. Parce que quand tu ne le fais pas en réalité, ce que tu amènes autour de toi est tellement énorme que tu ne pourras pas supporter. Et partant de là, elle peut comprendre. Parce qu'en réalité, est-ce qu'elle a reçu l'éducation ? Est-ce que quelqu'un lui a dit comment on s'habille? Il y a tout ça, on ne sait pas. Donc, une fille debout ou une femme debout, il y a plusieurs problèmes aussi derrière. Donc, il faut juste aller à l'école, de connaître l'autre aussi. Et je pense que ça va marcher. Alors vous êtes une femme. Vous venez souvent à l'antenne, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Exactement. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des difficultés en termes de conciliation de vie professionnelle et vie familiale? Quand vous devez vous réveiller peut-être à 5 heures c'est ou à au 4 quotidien. heures. Par exemple, tous les jeudis, je suis à l'antenne à partir de 6 heures. Voilà. Et venir à l'antenne à partir de 6 heures, pour prendre l'antenne à partir de 6 heures du matin, c'est-à-dire que tu t'es déjà réveillé chez toi à 4 heures. 4h05, 4h06. Gérer les enfants, gérer le grand bébé. Et gérer... Il ne grandit jamais, là. Il ne grandit jamais. Il ne grandit jamais. Il est toujours au sein. Mais voilà. Et gérer tout ce que tu dois gérer, le manger, tout ça, jusqu'au soir, avant de venir à 6 heures du matin. Oui. Et je sais que mon chef, il est à l'écoute également, il suit également cette émission. Et il pourra dire, j'ai jamais failli à cela. En fait, c'est une question de planification. Comment vous arrivez à gérer? Mais c'est ça, je dis. Votre mari arrive à vous comprendre? Oui, en fait... vos enfants arrivent à accepter la chose? Je parle toujours du clause du départ. Oui. Quelle a été le clause du départ? Quelles sont les clauses du départ? Il t'a connu journaliste. Moi, il ne m'a pas connu journaliste, il m'a connu sportive. On a toutes joué ensemble. Il sait que je suis une femme sportive. Il ne peut plus me refuser de faire le sport. Ça veut dire, en fait, c'est les clauses. Il t'a connu, par exemple, journaliste. Est-ce que dans les clauses, avant d'aller même au mariage et tout ça, vous êtes mis d'accord sur des principes donnés. Mais si vous n'avez pas fait ces clauses et que vous vous êtes vu simplement entre 4 murs, il n'a pas connu les parents, il n'a pas fait ce qu'il doit faire, et puis vous êtes marié, il peut faire de toi ce qu'il veut après. En fait, c'est une question de clause. Vous vous entendez, vous vous comprenez, et que vous vous dites, moi, c'est ça, chacun respecte son couloir. Et après ça, toi-même, en tant que femme, tu connais tes responsabilités, ce que tu dois faire pour ne pas faillir, et réciproquement, il doit aussi contribuer pour l'épanouissement et l'équilibre de la famille. Et je pense que quand c'est comme ça, il n'y a même pas de raison qu'on puisse dire que quelqu'un a failli ou l'autre a failli. Mais ça marche tout comme si c'était sur des roulettes. Alors, M. Adjei, aujourd'hui, face à ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour changer la donne, pour changer les pratiques au sein des médias? Changer les pratiques au sein des médias, ce ne sera pas impossible, mais ça va être difficile. Mais on y parviendra, peut-être pas à notre génération, mais on y parviendra un jour. Il faut changer les paradigmes. Il faut éviter les stéréotypes, les préjugés. C'est une femme, qu'est-ce qu'elle peut? Elle ne peut rien, non. Non, il faut dépasser ça. Il y a certaines femmes
qui sont canailles, hein, qui sont durs hein, sur le plan de travail. J'en ai connu sur les bancs là, je n'ai jamais vu sa poussière du début jusqu'à la fin. Hein. Ah, j'ai beau être jaloux, mécontent, mais on amène les notes. Elle a toujours la première note. Et vous regardez, tu vois que ce n'est pas favoritisme. Tu vois, je vois que non, elle a écrit des choses que moi, elle a mérité. Donc j'ai fini par me faire amie, voir comment vous aider, comment elle procède. Je me suis rapproché d'elle. J'ai fini par, chez nous dit, un proverbe de chez nous dit que quand l'arbre que le paysan a cherché d'incinérer, de brûler pendant longtemps et l'arbre ne meurt pas, le paysan finit par devenir l'ami de cet arbre-là. Donc j'ai pendant longtemps été son ennemi, jaloux. Mais comme ça, je n'ai pas pu, j'ai vu que donc, je me suis fait ami à ces femmes-là, je me suis rapproché, j'ai vu leurs secrets. Elles m'ont montré leurs secrets, moi, mais ça m'a permis de m'améliorer. Donc il n'y a que les femmes. La société va faire un effort pour donner, qu'on appelle une certaine garantie de confiance à la femme, a priori, en attendant qu'elle montre son incapacité, dites qu'elle est capable. Autant que l'homme, oui, elle peut aussi. En plus de ça, lui, être un peu indulgent. Aucun responsable n'est sans femme à la maison. C'est ça. Il n'a qu'à regarder comment sa femme se comporte. Il n'a qu'à regarder les difficultés, les contraintes, les obligations de son épouse à la maison. Et penser que c'est la même chose chez son agent qui est journaliste, qui est animatrice. Être un peu indulgent, être un peu regardant sur les choses. Et tu es en retard, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Non. Elle est mère, c'est le laboratoire de Dieu. Depuis que Dieu a fini de créer Adam, là, Dieu n'a plus créé d'homme. Hein. La preuve, c'est que pour faire Ève, il a endormi seulement et puis il a enlevé une côte. Et à part ça, c'est fini. Le travail de reproduction se fait dans le ventre de la femme. Donc c'est un être célèbre, divin qu'on doit respecter. On a besoin de lui faire confiance, de l'aider à assumer son rôle. Mais il faut aussi, en retour, qu'elle-même se prenne au sérieux. Comme je l'ai dit, Madame a parlé que c'est la même chose quand les femmes aussi voient les hommes, c'est vrai. Mais la tenue des hommes n'est pas aussi dévergondée, n'est pas aussi bizarre que celle des femmes. Les femmes exagèrent toujours. Ouais. Je ne veux pas parler de pantalon. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une tenue mixte, mais à l'origine, le pantalon était pour les hommes. Ça fait partie de l'habillement des hommes. Depuis que les femmes nous ont arraché le pantalon là, elles le portent de façon bizarre, de façon outrageante. Oui. Alors, Evione, que faire aujourd'hui pour briser le plafond de verre? Moi, je vous dirais simplement qu'il faut aller à l'école du changement de mentalité. Oui. Il faut le changement de mentalité. Il faut revenir sur le bain professionnel dont j'ai parlé tout à l'heure. Poser la question à l'enfant, est-ce que c'est vraiment cette profession qu'elle veut? Est-ce qu'elle a eu le temps de comprendre les difficultés, les challenges de ce métier et pas fini, est-ce qu'elle veut vraiment le faire? Et après, une décision politique également pour pouvoir accompagner tout ce qu'on veut. Je pense qu'avec toutes ces propositions, on va y arriver. On va y arriver très certainement. Merci, chers confrères. Emion Ligan, Daniel Adjei, merci d'être passé sur ce plateau pour ce décryptage. Je voudrais ajouter un petit mot, si vous permettez. Oui, en quelques secondes. Le 8 mars, donc c'est la journée de la femme, mais la femme est si importante que tous les jours de l'année sont des jours de la femme. On doit célébrer la femme, on doit vénérer la femme. Les couples qui tiennent bien, regardez bien, c'est la femme qui joue le plus grand rôle. Elle est le pilier central. L'émancipation n'est pas la dépravation. L'émancipation n'est pas la dépravation. Très belle conclusion, M. Adjei. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Cela fait 70 ans que Radio Bénin émet dans toutes les contrées du Bénin. Depuis 1953, la première chaîne de radio du Dahomey a fait du chemin pour s'imposer aujourd'hui dans l'univers médiatique béninois. 70 ans, c'est donc l'heure du bilan, mais aussi celle des défis. On en parle juste après cet élément. Une prestation d'artistes locaux qui confirme le démarrage effectif des activités prévues pour la commémoration des 70 ans de Radio Bénin. Une radio qui, depuis sa création, a tout le temps fait l'effort de rester fidèle à sa mission d'information, d'éducation, de sensibilisation et de partage des cultures. Nous célébrons donc aujourd'hui les noces de platine de ce mariage. Notre alliance avec nos auditeurs est donc une vraie histoire d'amour qui résiste au temps.
Radio Bénin célèbre, comme je le disais, aujourd'hui 70 ans de présence continue dans la vie des populations béninoises. 70 ans de contribution à la construction du Bénin à travers les différents régimes politiques successifs. 70 ans de préservation de la paix et de la cohésion sociale. Radio Bénin a donc une alliance de fidélité et de promotion de la paix avec ses auditeurs. Aujourd'hui, elle se trouve à l'ère des mutations. Comme vous le savez, avec le digital audio broadcasting et la radio numérique terrestre, nous allons bientôt tutoyer la haute technologie en la matière. C'est ce qui explique les réformes que le gouvernement du Bénin a entreprises depuis quelques années et qui vont impacter le secteur de la radio. Cadre du ministère, conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et amis ont témoigné leur reconnaissance. C'est un événement très heureux et je suis très content de participer à la commémoration des 70 ans de la radio nationale. Ce support d'information dont nous avons tous été imbibés et qui nous a édifiés, qui nous a formés et qui a participé à faire de nous des citoyens éclairés que nous sommes aujourd'hui. La radio nationale est restée elle-même. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à la presse, la radio nationale reste une référence. Radio Bénin fête 70 ans, c'est le point de départ de nouveaux défis. Et voilà, des enjeux, des défis de Radio Bénin. On en parle avec Serge Ayaka, rapporteur du comité d'organisation. Bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir ici. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Et je suis également avec Amandine sur ce plateau pour conduire l'entretien. Amandine, bonjour. Bonjour à vous, Ulbaïs Balogun, Serge Ayaka, bonjour. Bonjour Amandine. Radio Bénin, c'est aujourd'hui 70 ans de parcours rempli d'histoires et d'anecdotes au service de l'information. Qu'est-ce qui a fait la force de cette radio ? Cette question, j'aurais préféré que nous la posions aux auditeurs. Tous ceux-là qui ont été bercés, vous avez suivi le reportage, tous ceux-là qui ont été bercés depuis leur tendre enfance jusqu'à l'âge adulte, en passant bien sûr par l'adolescence. Quel Béninois n'a pas encore dans un coin de sa mémoire un générique, un indicatif d'une émission, une voix d'un journaliste, une voix d'une animatrice? Aujourd'hui, on se dit, c'est du chemin parcouru jusqu'à ce jubilé de platine que nous célébrons aujourd'hui. Donc, dire que Radio Bénin a 70 ans, pour nous qui avons moins de 70 ans et pour ceux qui ont moins de 20 ans, c'est beaucoup d'histoires, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup d'anecdotes, c'est beaucoup de choses que l'on retient forcément. J'écoutais récemment une septuagénaire qui dit que il y a, quand ça a commencé, qu'elle se rappelle toujours de ce générique qui lui indiquait quand elle était en retard pour aller à l'école. Donc... À l'époque, nous, c'est plutôt à midi. Quand on était en classe, à midi, il y a une chanson. Quand ça démarre, on sait qu'il est l'heure de sortir. Et à 14h, 14h30 déjà, bien il y a le générique du doyen Kewandé. On sait déjà que tu es en retard pour l'école, donc on commence pas à courir sur la voie. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est dire que c'est la radio nationale demeure aujourd'hui un ferment de l'histoire. Elle a été présente également sur tous les grands tournants politiques de notre pays, à commencer déjà par les indépendances en 1960, ensuite les différents coups d'État, qu'ils vous souviennent, ces coups d'État étaient toujours annoncés sur les ondes de la radio nationale. Après les coups d'État, il y a eu la conférence nationale, la radio a été présente de bout en bout sur tous les jours qu'a duré cette conférence. Et puis ensuite, il y a eu les autres événements qui ont suivi jusqu'aux dernières législatives où la radio a une fois encore joué son rôle. C'est dire qu'elle est très importante dans l'histoire de notre pays. Et puis, nous qui sommes aujourd'hui ces héritiers-là, on se dit qu'on a un poids incommensurable sur les bras, sur les épaules, quoique frêles qu'elles soient. On est persuadé qu'on va y arriver. Et pour marquer cet anniversaire, l'OAC-TB a organisé une série d'activités pendant 5 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir ?
Oui, il y a que déjà nous avons délocalisé un studio sur la place du Souvenir, l'ex-place des Martyrs. Donc ce studio en plein air est resté pendant 5 jours, c'est-à-dire toute la semaine, cette semaine qui s'achève là d'ailleurs. Et donc nous avons eu des programmes que nous avons animés dans ce village-là. Nous l'avons nommé carrément le village des 70 ans. Et au studio, les gens pouvaient venir et voir ces animateurs, ces présentateurs des éditions du journal. Donc en matinée, ça s'est déroulé tous les jours de 9h à 13h35 et puis en soirée de 15h à 17h. Toujours dans ce village des 70 ans, nous avons créé une sorte de musée. Nous l'avons appelé l'exposition La radio a de la mémoire, où il a été donc mis en exergue tous les instruments qui ont servi depuis 70 ans. Un prototype du micro qui a servi au président Hubert Maga à prononcer le discours d'indépendance. Ce prototype de micro est encore là aujourd'hui. Les différentes sortes de nagras sont encore présents. Ces lourds enregistreurs que les techniciens étaient obligés de porter à l'époque, ça n'est pas aujourd'hui où tout est miniaturisé. Non, ça n'est pas ça. Donc on peut encore voir ces nagras-là, ces sortes de vestiges qui sont restés. Il y a des gramophones, il y a des électrophones, il y a des cassettophones. Je suis sûr que les moins de 20 ans ne connaissent pas ce que c'est qu'une cassette, la face A, la face B, etc. Ils sont bien nombreux à ne pas le savoir. Donc ils ont pu découvrir tout ceci au cours de ces 5 jours qu'a duré l'exposition. Alors, l'autre grosse activité que nous avons eue pour rester collés à la Journée internationale des droits de la femme, nous avons invité les anciennes de la radio, celles-là qui ont travaillé à la radio, les anciennes directrices de la radio nationale sont venues échanger avec la jeune génération. Vous savez, aujourd'hui, elles sont bien nombreuses, ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui sont inscrites dans les écoles, dans les instituts, qui sont aujourd'hui à foison sur le plan national. On a donc on a créé cet échange intergénérationnel pour que les anciennes puissent parler aux plus jeunes aujourd'hui. Et puis il y a eu ce concert époustouflant vendredi dernier, justement, qui a réuni 70 artistes pour évoquer 70 ans d'existence. Pour nous, c'était qu'il fallait trouver entre la vieille génération, ceux-là qui sont passés par l'ORTB, qui était à l'époque le seul organe qui enregistrait justement sur les différents supports de musique. Donc nous avons mis aussi bien l'ancienne génération que la jeune, ceux qui font aujourd'hui de la musique urbaine, et puis c'était vraiment du ouf, comme disent les jeunes. On ne va pas oublier le match de gala. Ah oui, le match de gala, je l'oubliais simplement parce que j'ai pas joué. Bon, quand j'ai commencé à chausser mon crampon, ils ont eu peur, ils sont partis. Oh là là. Non. C'était dire que on a eu du plaisir à revoir les anciens, comme René Bewa, qui a commenté d'ailleurs le match aux côtés de Venance Agolopessi à la radio. On a pu voir générations. Exactement. Ouais. On a pu voir Christian De Souza monter sur le tapis vert, Fernando Ressou, qui est allé à la retraite il n'y a pas si longtemps. Joël Kinifort, ils étaient bien nombreux. Le doyen Roigny aussi. Ils étaient bien nombreux, tous ceux-là qui sont passés. J'ai pu observer, j'ai pu voir aussi Oncle Joe, même s'il n'est pas monté sur le terrain. Donc c'était un plaisir de revoir ces icônes, ces monuments que nous avons, pour qui nous avons énormément de respect et d'estime. C'est Souley Siaka, le doyen, qui dit aujourd'hui, nous sommes des momies. Donc les momies, ça se respecte, et on se dit qu'on a beaucoup à faire encore aujourd'hui pour relever les différents défis qui se présentent à nous. Et 70 ans dans la vie d'une radio nationale, on ne peut pas dire que tout a été rose. Quelles sont les difficultés que rencontre aujourd'hui la radio nationale ? Difficulté, je ne suis pas forcément le porte-parole du directeur de la radio, il pourrait le dire, mais en ma qualité de rédacteur en chef, vous savez, les difficultés, elles sont toujours les mêmes. Il faut s'adapter aujourd'hui au tout numérique, et donc on n'a pas toujours ces enregistreurs numériques qui doivent nous permettre d'aller sur les terrains aussi vite, et puis à nous-mêmes de nous réinventer
de réinventer la façon dont nous faisons le travail aujourd'hui. On n'a pas toujours ce qui est adapté au moment que nous vivons aujourd'hui. Donc ça, j'estime que ce sont des choses qui doivent être corrigées. Mais en même temps, je dis toujours, la radio a une certaine tradition, c'est-à-dire le respect de l'équilibre dans l'information à donner. Et ça aussi, c'est un gros défi. Ça n'est pas toujours facile lorsque parfois, même quand vous vous rendez compte que quand vous avez des opposants qui sont prêts à parler, c'est peut-être les mouvanciers qui ne veulent pas parler parce que leur agenda n'est pas forcément celui des autres, mais on essaye quand même, ça n'est pas toujours facile, on essaye de tenir bon. De tenir l'équilibre. Exactement, de tenir l'équilibre nous-mêmes, on n'a vraiment pas le choix, mais on se dit qu'il faut y aller. L'autre chose aussi, c'est que de plus en plus, il nous faut aller vers les petites gens. Il ne faut pas seulement rester dans les contrées, dans les centres urbains, alors que la vie aussi, elle est ailleurs. Elle est dans les centres ruraux où ça s'anime véritablement. Donc aujourd'hui, nous devons nous faire les porte-voix de ces gens-là qui n'ont pas la voix, qui ne sont pas toujours présents et qu'il nous faut forcément prendre en compte parce qu'ils font partie ou elles font partie de la communauté. Yaka, quand on vous voit en tant que journaliste, vous avez quand même fait un peu le tour. Vous avez fait la radio, vous avez fait la télé, vous avez retourné à la radio. Aujourd'hui, on constate que la jeune génération, quand elle commence les formations en journalisme, automatiquement, tout le monde veut faire de la télé. C'est pas leur faute, hein. C'est le temps que nous vivons. Aujourd'hui, les images ont pris le pas sur le son. Mais je suis persuadé que rien ne pourra détrôner la radio. Parce que la radio a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a toujours un mythe autour, il y a toujours un mythe derrière. Lorsque l'on entend une si belle voix, une voix qui vous calme parfois, il y a tellement de voix que nous avons entendues nous-mêmes qui nous ont amenés à faire de la radio. Donc ce côté mythe, il restera toujours en la radio. Et moi j'adore la radio particulièrement, simplement parce que vous pouvez la voir partout où vous êtes. Même dans les toilettes, je m'excuse pour ceux qui sont à table, mais même dans les toilettes, c'est d'ailleurs l'espace que j'aime le mieux dans ma maison, puisque vous êtes tout seul, personne ne vous gêne, vous êtes concentré, vous réfléchissez le plus. Donc, vous êtes concentré à autre chose. Non, c'est dire que même partout où vous passez, vous avez la radio. Et même quand vous dormez, la radio peut rester allumée. Bien sûr. Et quand vous vous réveillez, vous vous dites « Ah, mais j'ai déjà entendu ça une fois ». Mais quand est-ce que vous l'avez entendu, vous ne pouvez vraiment le dire. Donc, ce n'est pas leur faute. Les images, elles sont ce qu'elles sont. Mais attention juste à ne pas... attention à la surexposition. Parce qu'aujourd'hui, on est surexposé. Et ça fait qu'on perd soi-même un peu de son intimité. La radio nationale, c'est la couverture intégrale du territoire national, mais avec la télévision numérique terrestre, la concurrence sera un peu rude. Comment se projette la radio nationale? Est-ce que la concurrence, elle sera rude? Il y a toujours qu'il y aura de la place pour tout le monde. Et j'estime pour ma part qu'il y aura toujours de la place pour la radio surtout. Elle sera toujours présente, elle fera toujours partie de notre quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut nous réinventer. Il faut que la radio fasse elle-même sa propre mue pour s'approprier aujourd'hui ce dont les jeunes ont besoin. Ça suppose qu'il faut aller vers eux. Ce n'est plus à eux d'être assis quelque part attendant derrière un transistor, mais c'est à vous d'être présents sur le smartphone. Parce que c'est là justement que tout se joue aujourd'hui. Et ça, nous l'avons compris, que nous sommes également présents aujourd'hui sur les différentes plateformes, partout où vous passez, sur Facebook, sur Instagram, etc., sur les autres également. La radio nationale, elle est présente et puis elle sera toujours là pour vous. Alors, au cours des travaux, vous avez été rapporteur. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été décidé plutôt? Comment est-ce que la radio s'est projetée pour rester dans la même dynamique qu'Amandine dans 5 ans, dans 10 ans? Quelles sont les grandes résolutions qui ont été prises pour que Radio Bénin ne meure pas? Radio Bénin, rassurez-vous, elle ne mourra jamais. Même dans 70 ans, elle ne partira pas. Simplement parce qu'on a compris, comme je vous le disais,
que la radio de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut l'inventer. Et ça veut dire que nous-mêmes, on s'est dit à quoi allons-nous ressembler dans 15 ans, dans 20 ans. C'est sûr qu'on va raconter que les enregistreurs que nous utilisons aujourd'hui, qui sont soi-disant performants, ils seront dépassés demain. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ça va rester vestige dans 20 ans, dans 35 ans. Mais cela n'empêche, il y a qu'à travers les sujets dont nous allons débattre, et les sujets qui iront forcément au-delà de la politique, autour de laquelle tout le monde semble se retrouver, alors que juste à côté, il y a le culturel qui nous appelle et personne ne pense à cela. Il y a le tourisme qui nous appelle, il y a le sport, même s'il y a beaucoup d'argent dedans et que les gens ils se tuent juste à propos. Il y a que tout ça est là et donc nous avons à prendre en compte ces différents enjeux d'aujourd'hui afin que ces enjeux d'aujourd'hui fassent de l'histoire et qu'ils puissent raconter notre propre histoire demain pour les générations qui seront là. Donc je voudrais vous rassurer et rassurer les uns et les autres que la radio, elle demeurera ad vita aeternam. Ailleurs, on fait déjà de la radio filmée. Est-ce que ça fait partie des perspectives de Radio Bénin par hasard? Radio Bénin l'a déjà essayé. Comme je vous l'ai dit, on est dans un environnement où on n'a pas toujours tout ce que nous voulons, mais ça fait partie des défis à relever. Des émissions que vous suivez à la radio seront désormais des émissions qu'on pourrait diffuser à la télévision. Le projet, il est en cours et ça va se réaliser sous peu sous l'impulsion de la direction générale qui a compris également qu'il y a de belles choses qui se font à la radio et que les téléspectateurs peuvent revoir s'ils ne l'ont pas suivi en direct à la radio. Voilà. Un message alors à l'endroit des auditeurs de Radio Bénin. Qu'ils nous restent simplement fidèles. Je ne veux pas forcément dire moi-même je suis un vagabond radiophonique, si vous voulez, mais qu'il y ait quand même une présence et je vais les assurer qu'on ne les décevra surtout pas. Nous sommes héritiers d'une tradition, nous sommes héritiers d'un système et donc un héritier, il ne galvaude pas ce que l'on a légué pour lui, ce qu'on lui a laissé. Et je voulais rassurer les uns et les autres que ça sera fait, tout sera fait dans de bonnes conditions. Serge Ayaka, ok. Avant de conclure, une colle pour Serge Ayaka. Ah non, laissez, j'aime pas les colles. Et vous-même, vous savez que c'est interdit dans notre boulot. Alors, on va vous faire une colle. Là, on est en direct. Est-ce que vous pouvez nous improviser un lancement? Lancement de quoi? Le lancement de cette émission, par exemple. En tant qu'animateur ou en tant que présentateur du journal? Présentateur de journal. Oui. Bon, vous savez, j'ai tellement de casquettes que... attendez, ça s'appelle Wikeko. Wikeko, oui. C'est bien ça. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Vous n'êtes pas sérieux. Alors, mesdames et messieurs, quel plaisir d'être ensemble avec vous. Vous connaissez bien sûr notre rendez-vous, c'est le dimanche et c'est un dimanche qui s'offre à vous à travers les différents panels qui vont être animés ici ce matin. Restez simplement à notre compagnie et vous ne serez pas déçus. Et voici tout de suite la première partie. Merci. J'aurais dû demander à Serge de conclure plutôt l'émission que de le lancer. Oui, de plutôt conclure l'émission que de la lancer. Suis-je le dernier, c'est ça? Ben oui, ça finit sur votre rubrique. Ah bon? Oui. D'accord. Qu'est-ce que je dois raconter? Bon. Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre fidélité à Wikeko. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut. Prenez soin de vous. À dimanche. Merci. Merci Serge Ayaka. J'ajouterai juste que vous pouvez nous retrouver sur nos différentes plateformes digitales. Facebook, sur la page Facebook de Bénin Business 24, sur la page Facebook de Wikeko et bien entendu sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Retrouvez-nous également, sans oublier, sur la TNT. Merci, à très bientôt.